Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Peut-être quelques mots de présentation sur vos rôles. Vous êtes directrice de recherche émérite CNRS, océanologue et géochimiste. Alors bien sûr, votre parcours est celui d'une chercheuse. Vous êtes aussi tout au long vous avez montré tout au long des dernières années que vous êtes très attaché à ce dont on parlait tout à l'heure, à la médiation scientifique et aussi beaucoup à la formation. On en dira un mot parce que vous avez des actions sur ce domaine. Vous allez partager avec nous ce soir ce qu'il faut absolument savoir sur la santé des océans. Vous allez nous dire ce que les océans ont à nous dire du présent et aussi du futur de la planète. On va voir avec vous aussi que la recherche se fait toujours en collaboration dans vos domaines et des collaborations internationales. Et si vous êtes d'accord, on commence tout de suite par le très concret, puisqu'il y a quelques semaines, vous êtes rentré d'une campagne. Une campagne en mer. D'ailleurs, vous êtes venu avec des images et on va les voir tout à l'heure. Vous étiez avec une équipe canadienne sur un brise-glace. Comment va l'océan Arctique ? Oh là là, c'est vraiment pas celui qui est dans la meilleure santé du monde. Alors, si je commence par les menaces sur l'océan, on va tous déprimés très très rapidement. Bon, alors on va pas commencer là-dessus. Alors, non, mais si. Je vous donne ce micro parce que celui-là semble grésiller un petit peu. Donc là, c'est mieux comme ça ? Oui, c'est beaucoup mieux. Bon, alors comment va l'océan Arctique ? Comme la Méditerranée, très très mal. Pourquoi comme la Méditerranée ? Parce que dans notre métier, c'est-à-dire dans toutes les sciences du climat et de l'océanographie, il y a deux régions du monde qui sont particulièrement impactées par le réchauffement climatique. L'océan Arctique et on en reparlera plus tard, la Méditerranée. On en parlera au moment des menaces puisque Nadia Pelfig a bien abordé la question de notre littoral. Donc l'océan Arctique, ce qui arrive, c'est que comme le reste de l'océan, il se réchauffe. En se réchauffant, il change complètement son fonctionnement. Et en outre, et j'y reviendrai aussi, il s'acidifie. Et il reçoit beaucoup de produits d'érosion, puisque autant les glaciers, puisqu'on parle de l'Arctique, là pour le coup de la calotte groenlandaise, c'est-à-dire les glaces solides s'érodent, et les glaciers reculent, que ce soit côté canadien ou côté groenlandais, et en s'érodant, ils déchargent ils drainent les terres et ils déchargent énormément d'éléments nutritifs, ce qui n'est pas forcément bon parce que ça stimule une production primaire, c'est-à-dire de développement d'algues dans l'océan, qui finissent par en consommer l'oxygène. Mais ça, je reviendrai là-dessus peut-être plus en détail. Là aussi, on est devant un amphi. Je ne veux pas faire un cours, mais il faudra quand même que je vous donne quelques bases sur comment fonctionne l'océan pour comprendre les dangers qu'il subit en ce moment. Vous étiez dans une campagne de recherche internationale. On voit ces images. Qu'êtes-vous allé chercher et que se passe-t-il finalement une fois que vous avez fait les prélèvements? Quel est le parcours de votre recherche ? Alors, qu'est-ce qu'on va chercher ? Moi, je pêche de l'eau. Alors, je reviens toujours, jamais bredouille, puisqu'on ramasse de l'eau. Pourquoi on prend de l'eau de mer ? Pour en analyser le contenu. Alors, quel est l'objectif premier ? Je crois qu'on va partir de la vedette qui est aussi l'ennemi public numéro 1 de l'océan, qui est le gaz carbonique. Le gaz carbonique de l'atmosphère rentre dans l'océan, qu'il soit naturel ou qu'il soit anthropique. Il rentre dans l'océan, il se dissout dans l'océan. Donc si je prends ce verre d'eau, là, vous allez avoir à cause des activités humaines, on a une quantité de gaz carbonique en excès par rapport aux équilibres naturels qui va pénétrer dans l'eau de mer. Et en entrant dans l'eau de mer, il y a une chose bénéfique, c'est que ce gaz carbonique va mettre à disposition de la vie du carbone. Or, vous savez que la vie, c'est fait de carbone. La photosynthèse, le soleil, les sels nutritifs dont le carbone, fabriquent du plancton végétal, exactement comme les herbes dans les prairies. Et ce plancton est brouté par d'autres animaux qui sont l'équivalent de nos lapins et nos vaches. Et puis,
À un moment donné, ça fabrique des déchets. Ces déchets vont chuter comme une chaîne marine au fond de la mer. Et si vous suivez bien ce que je raconte, vous avez du carbone qui rentre dans l'océan et qui est séquestré sous forme solide vers des sédiments, si toutefois ces particules qui sont fabriquées échappent à ce que l'on appelle l'attaque des bactéries. Voilà. Alors, ça, c'est très très rapide, mais c'est extrêmement important parce que ça se passe partout dans le monde, dans tous les océans du monde, évidemment plus au printemps boréal, dans l'hémisphère nord, et à l'hiver, au contraire à l'automne boréal, dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire quand les conditions sont favorables pour que ça se fasse. Alors maintenant, je vous raconte ça. C'est exactement ce qui se passe aussi sur Terre. Il y a la floraison, les déchets, la fabrication d'humus, et nous, c'est la fabrication de sédiments. Et qu'est-ce que ça fait? Ça séquestre du gaz carbonique. Et on a besoin, nous, les océanographes du monde entier, à comprendre comment le rythme auquel c'est séquestré, ce qui nécessite de faire quoi? D'aller en mer, de prélever des échantillons et sur ces échantillons de mesurer énormément de paramètres. Évidemment, la température et le sel, ça c'est la base, mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus en l'occurrence. C'est déjà toute l'activité d'algues, l'activité des bactéries, pour voir comment se fait la compétition entre les deux, hein, au moment où les algues meurent en particulier, et puis tout ce qui va broter les algues derrière, et puis tout ça, ça ne se nourrit que d'une solution chimique, qui est l'eau de mer. Et donc, on analyse aussi la composition de l'eau de mer. Et c'est là que je suis. Moi, je fais la composition de l'eau de mer. Donc, on prend de l'eau à plein de profondeurs différentes et on se partage le volume d'eau que l'on a prélevé entre énormément de compétences, la biologie, la chimie, la physique, etc., pour déterminer comment fonctionne la mer. Et là, je vous parle de quelque chose que vous ne voyez pas. Je parle de la mer. La difficulté de parler de la mer, c'est qu'on ne la voit pas. On va à la plage, on nage. Quand on n'a plus pied, on arrête. Ou si on est bon nageur, on va un peu plus loin. Ou si on est surfeur, on va plus loin. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et moi, je vous parle de la mer, les abysses, 4 km de profondeur et tout ce que l'on cherche à comprendre. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, on va y revenir. On dit qu'on connaît mieux la Lune que les fonds de l'océan, c'est vrai? C'est un peu exagéré quand même, mais on dit que c'est certainement plus facile d'aller sur la Lune que d'aller explorer le fond des océans en raison de la pression, des fuites que ça peut induire et de la difficulté. Alors, il faut bien que vous réalisiez que notre planète, si vous prenez une boule, là, vous savez, ces boules qu'on a dans toutes les classes et dans toutes les écoles et que vous la faites tourner, notre planète, elle est bleue. Elle est couverte aux 3/4 de sa surface de la mer. C'est 3,4 milliards de mètres cubes d'eau. C'est-à-dire que c'est absolument monstrueux. C'est des profondeurs monstrueuses, c'est des courants monstrueux. Un courant marin, c'est le courant marin du Vendée Globe qui tourne autour de l'Antarctique. Là, ils y sont en plein. Et puis, je vous assure qu'ils doivent en baver. Ce courant-là, il fait 140 fois la somme de tous les fleuves du monde. Vous ajoutez tous les fleuves du monde, le Gange, le Brahmaputra, les plus gros, les plus petits, l'Amazone et tout. Vous n'oubliez personne et vous multipliez par 140 pour faire un courant marin. Ouais, dites-nous en un mot ce que représentent ces images, des murs de vagues. Eh bien, ils y sont, le Vendée Globe. Regardez ça. Voilà. Ils y sont. Alors moi, ça, c'est une campagne dont j'étais chef de mission avec une collègue de Brest et on était dans l'Antarctique pendant 2 mois. Donc, on a navigué entre l'Afrique du Sud, les îles Crozet, Kerguelen. Au sud des Kerguelen, on est allé très sud, puisqu'on est allé jusqu'à 60 degrés sud. Et on a vécu ça, puisqu'on a eu des vagues de 18 mètres de haut. Et le bateau lui-même, il a fait une descente comme ça, du haut en bas de 25 mètres. Voilà. Et dans ces cas-là, on ne travaille pas. Hein. Je vous rassure. Mais avec ce navire, on peut travailler même avec des mauvaises mers. Qu'est-ce qu'il y a sur ce navire? Est-ce que vous exploitez directement le produit de votre pêche? Une partie, ça dépend ce que l'on mesure. Quand on mesure des éléments assez simples et pour lesquels on a développé des protocoles qu'on peut embarquer assez robustes, une fois qu'on a prélevé sur les bouteilles que vous voyez là en couronne, là, qui sont installées sur le pont, c'est des systèmes qui... En fait, on envoie des cylindres de salles de canalisation, beaucoup plus sophistiqués, puisqu'ils sont munis d'un bouchon en haut et en bas. On les envoie ouvertes. Là, vous voyez qu'elles vont partir ouvertes. Et on envoie cette couronne de bouteilles au fond
par exemple à 4 km, et au fur et à mesure que ça remonte, on a un signal qui nous dit à quelle profondeur se trouve le dispositif, et on fait fermer les bouteilles, et on ramène des tranches d'eau, comme ça on peut décommenter toute la colonne d'eau. Donc pour ce qui est des analyses, il y en a que l'on fait à bord, et puis il y en a que l'on va ramener au laboratoire, parce qu'elles demandent des mesures beaucoup trop sophistiquées. Les appareils d'1 million d'euros, on n'a pas envie de les emmener en bateau. Voilà. On met déjà assez cher de matériel à la mer avec des... Quand la mer est grosse, comme vous avez vu, là déjà elle est pas très calme, mais ça va. C'est ultra flippant de mettre des trucs comme ça à la mer, parce qu'on a toujours peur de le perdre. Quand vous êtes en mer, et je crois que finalement vous avez fait des missions à peu près tous les 2-3 ans depuis le début de votre carrière, est-ce que vous avez toujours deux vies en fait? La vie dans votre laboratoire, la vie sur les équipages avec différentes équipes internationales? Quand on est en mer, on est tous dans le même bateau, excusez-moi, c'est facile, mais on est tous dans le même bateau, et en fait on a la vie de marin, et puis la vie de marin scientifique, on travaille beaucoup en harmonie avec l'équipage, parce que de toute façon on dépend d'eux, beaucoup, c'est eux qui font avancer le bateau, ils l'amènent dans la bonne direction, c'est eux, et on doit quand même collaborer, parce qu'on leur demande beaucoup de choses, on leur demande de s'arrêter à tel endroit, à 2h du matin, on met les appareils à l'eau, on réveille les gens pour prélever, etc. Et donc c'est un travail extrêmement intensif, 24/24, dimanche compris, et donc ils aiment bien, parce que c'est bien plus vivant que d'être sur un porte-container, mais c'est très sollicitant pour l'équipage. Et en plus, on les emmène dans des endroits pas possibles, et en plus, on leur dit « Ah oui, non, mais là, il fait mauvais, mais on travaille quand même. » Là, au Canada, vous étiez parti combien de jours? 2 mois. 2 mois, oui, 2 mois pleins. On a fait une première partie, c'était étudier les fjords et l'érosion des fjords, et tout ce qui dégringole de la Terre sur la mer d'Arctique qui descend sur l'Atlantique. Donc il y a un chenal là. Et la deuxième partie, c'était carotter, étudier la glace de mer, c'est-à-dire la banquise. Voilà ce qu'on a fait. Vous avez déjà récupéré les échantillons? Oui, alors non, ils sont encore dans les caisses. Ça, c'est dans l'Arctique. Ce qui se passe là, c'est dans l'Arctique. Vous voyez ce qu'on appelle la banquise, en fait, c'est ce qu'on appelle des flots, ou en français, c'est des bourguignons, le mot. On ne sait pas pourquoi. Les growlers en anglais, ou flow. Voilà, c'est des plaques de glace sur lesquelles vivent entre autres les ours polaires. Et là, vous avez un joli soleil de minuit aussi. On était coincés entre le Canada et le Groenland. Là, c'était assez fascinant. Tout au nord. Donc les échantillons, vous ne les avez pas encore? Ils ne sont pas partis de Québec encore, donc, parce qu'en fait le navire il part pour 5 mois, c'est un brise-glace canadien de la garde côtière, il part pour 5 mois et il enchaîne les campagnes en mer, et après il revient, les caisses sont arrivées tout début novembre, et donc le temps qu'il les transfère, qu'il fasse le packaging et qu'il nous les envoie. On attend nos échantillons pour le début de l'année prochaine. Quel regard vous portez sur votre discipline et sur les moyens de recherche dont on dispose aujourd'hui et dont on ne disposait sans doute pas au début de votre carrière? Vous voulez vraiment savoir? C'est extrêmement difficile de décrocher une campagne en mer. C'est très 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 compliqué, c'est très lourd, parce que la recherche est passée... en fait, c'était plus facile avant, parce qu'il y avait plus de crédits dits récurrents, le mot qui fait tellement peur aux libéraux, et on a de plus en plus de recherches sur projet. Typiquement, la campagne en mer dans l'Antarctique, qu'on a monté avec ma collègue de Brest, on a déposé 23 dossiers, tous de 50 à 70 pages à peu près, pour pouvoir monter à bord. Et on a été classé première dès le premier dossier, mais ça n'a pas suffi. Après, il fallait trouver de l'argent. Le premier dossier, c'est on vous donne le temps bateau, ce qui est quand même beaucoup, c'est 2 millions d'euros. On vous l'octroie. Mais après, il faut emmener les équipes, il faut emmener les doctorants, il faut emmener, etc. Et à chaque fois, on met des dossiers. La recherche a besoin de davantage de financement, en particulier la recherche aimerait beaucoup avoir moins de papier à faire pour gagner le fric dont elle a besoin pour aller... une fois qu'on vous dit vous êtes très bon, on aimerait bien que ça suive derrière, quoi. Et ma question portait plus précisément, en l'occurrence, sur les dispositifs technologiques et scientifiques dont vous disposez pour analyser
l'eau de mer, hein, vos échantillons. Ah, vous voulez parler de la plateforme d'analyse Pangée. On est très bon à Toulouse, on a une excellente plateforme de mesure d'échantillons naturels, pas que d'eau de mer d'ailleurs, échantillons de mesure d'eau de rivière, de feuilles, de sol, de cailloux, etc. De tout ce qui est environnemental, on peut arriver avec une roche, en faire la minéralogie, on peut en faire des photos avec un microscope électronique à balayage, on peut ensuite la détruire en poudre et puis l'attaquer, et pareil pour l'eau de mer, enfin l'eau de mer elle est déjà attaquée, et la mettre en solution et ensuite aller passer dans des machines assez sophistiquées, des spectromètres de masse qui nous permettent de rendre ces échantillons bavards, en fait, de quantifier des choses que l'on peut absolument pas aller voir nous-mêmes et mesurer nous-mêmes. Par exemple, je vous ai parlé de ces neiges marines qui chutent et qui séquestrent le carbone en profondeur. Pour donner un flux, il vous faut une vitesse. Pour donner une vitesse à 3 km de profondeur, vous ne pouvez pas y aller avec un chronomètre, vous asseoir et dire « Ah, c'est telle vitesse ». Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des éléments chimiques qui nous permettent de calculer la vitesse. Alors pour ça, il faut qu'on prélève l'eau, les particules, et puis on les analyse après dans nos spectromètres de masse. Voilà. Entre-temps, on fait de la chimie et ça prend beaucoup de temps. C'est une carrière que vous referiez? Ah ouais. Ah ouais, moi je voulais être océanographe à 13 ans. Donc, d'ailleurs, au passage, petit coup de griffe aux gens qui font l'orientation. Hein. À 13 ans, dans mon collège, j'étais en 3e, et puis je m'assieds, et puis je dis à la dame de l'orientation, moi je voudrais être océanographe. Et elle m'a regardée, elle me fait « Ah, mais c'est pas pour les filles, et c'est bouché. » Voilà. Vous encouragez aujourd'hui plutôt les jeunes et les jeunes femmes, en l'occurrence, à se lancer dans des carrières scientifiques. C'est un beau métier, bien sûr. Quelles sont vos principales découvertes, les connaissances que vous avez fait émerger, et notamment dans les liens que vous évoquiez tout à l'heure entre océan et continent, peut-être? Alors, si vous deviez résumer. Dans ma carrière, j'ai mis un coup de pied dans la termitière, ou du moins, comme on dit dans notre domaine, remis en question un paradigme qui sont le calcul des flux d'apport de matière entre océan et continent. Justement, les continents qui s'érodent, ils amènent de la matière à l'océan. Avant mes travaux, on pensait que seules les rivières faisaient le travail. En fait, il y a énormément d'érosion sous-marine. Et c'est ce que j'ai mis en évidence, il y a de l'érosion sous-marine. Et puis depuis quelques années, on n'a pas été encore contredit. Alors, j'aimerais bien, parce que ça ferait une bonne controverse, mais pour l'instant... Et donc, ça a fait revoir les budgets d'éléments chimiques à l'océan. Et comme je vous ai dit, la composition chimique, c'est ce qui détermine la vie dans l'océan. Et donc, c'est très important d'avoir une bonne idée de la façon dont ça arrive et dont ça se transforme dans la mer. Vous avez entendu tout à l'heure qu'on avait la table ronde sur la justice climatique. Nos interlocuteurs évoquaient chacun la nécessité aussi que les magistrats soient formés, que les hauts fonctionnaires soient formés, que toutes les personnes décidées en situation de prendre des décisions publiques puissent avoir les connaissances ad hoc. Peut-être vous pourrez nous dire un mot tout à l'heure sur... Oui, mais alors, avant de les former, il faut peut-être que je vous parle des menaces. Parlez-nous des menaces. Quelles sont les menaces Tout à l'heure, on a dit, on est là aussi pour discuter des solutions. Mais avant de parler des solutions, on va commencer à parler des menaces. Et je vous assure que sur l'océan, il y a quand même sujet à inquiétude. D'une part, la température. Vous savez que l'atmosphère se réchauffe, et l'atmosphère et l'océan, ils sont en contact permanent. Une atmosphère plus chaude, c'est un océan plus chaud, puisque l'océan à lui tout seul, il encaisse 93% de l'énergie en excès, de cette chaleur en excès émise, qui est due aux activités humaines. Donc c'est l'atmosphère qui récupère avec les gaz à effet de serre et qui chauffe, mais en fait tout de suite ça chauffe l'océan, et le continent chauffe différemment et moins bien, mais l'océan encaisse. C'est pour ça que vous dites le risque, c'est que ça ne se voit pas parce qu'on ne voit pas la mer. Oui, c'est ça. Et quand il y a une canicule marine qui vous décime, par exemple, vous prenez Marseille, juin 2022, 6,5 degrés de plus que la normale saisonnière dans l'eau de mer. Qu'est-ce que font les gens? Ils prennent leurs serviettes, ils vont se baigner. Qu'est-ce que fait l'océanographe? Il pleure. Pourquoi? Parce que c'est un véritable incendie sous-marin. Les gorgones,
les posidonies, toutes ces espèces endémiques de la Méditerranée, dans les 10 premiers mètres, 90% décimées. Vous avez aussi les canicules marines partout. On en a aussi, là récemment, j'ai des collègues qui ont sorti un papier sur la Nouvelle-Calédonie. En 2016, il y a 7 millions de kilomètres carrés de coraux qui ont blanchi suite à une canicule marine. Quand ensuite ça chauffe comme ça, la deuxième conséquence, c'est que l'eau s'évapore et que ça génère des cyclones et des tempêtes plus intenses. Je vous rappelle qu'il y a Valence il y a peu de temps, mais il y a toutes les crues cévenoles. Qu'est-ce que c'est ? C'est la Méditerranée qui surchauffe en été et qui va à l'automne, ou au début, on était encore vraiment dans cette période-là pour Valence, ça envoie des vapeurs d'eau, des nuages et de l'eau extrêmement chargée en humidité, et en quelques jours tombe un an de précipitations. On est à l'abri nulle part dans le pourtour méditerranéen de cette question-là. Pour les humains aussi, typiquement, on a des chiffres sur les canicules, sur les villes, même les villes côtières. On vous dit, au bord de la mer, il fait plus frais. C'est vrai, la canicule à Toulouse en été, la ville en surchauffe, c'est terrible. Mais au bord de la mer, à Barcelone, par exemple, entre 1903 et 2003, il n'y a pas eu d'effet de canicule. Et depuis, il y en a eu 42, donc dans les 20 dernières années. Qu'est-ce que ça a aussi comme conséquence ? Le réchauffement, toujours la température. La température, donc les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais le réchauffement, c'est la dilatation de l'eau et la fonte des glaces. Alors la fonte des glaces, j'en ai un peu parlé, c'est ce qu'on essaie de quantifier quand on va dans les campagnes en mer que j'ai faites. Mais aussi la dilatation de l'eau, c'est 40% de la montée du niveau de la mer, parce que les deux vont contribuer à faire monter le niveau de la mer. D'une part, cette eau solide qui est dans les calottes glaciaires et qui fond, et d'autre part, la dilatation. Actuellement, la mesure de la dilatation du montée du niveau de la mer, c'est un peu plus de 4 mm par an. En début de ce siècle, c'était 3 mm par an. Ça ne fait que s'accélérer et on sait qu'à la fin de ce siècle, on va vers 40 cm de plus qu'au début de ce siècle. Donc 40 cm de plus de niveau de la mer, imaginez ce que ça représente pour le golfe du Lion. C'est énorme et c'est déjà impactant. On peut en reparler si vous avez des questions. Enfin, ce réchauffement bloque les échanges de gaz. Je pourrais vous expliquer plus en détail pour ça. Il y a en particulier l'oxygène. Et donc, ça aide à la désoxygénation. Donc, le réchauffement, c'est une des menaces, une des 5 menaces. Une des 5 menaces. On va passer à la deuxième, c'est la dissolution du gaz carbonique dans mon verre d'eau. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement, mais si vous mettez du gaz carbonique dans ce verre d'eau, vous allez diminuer son pH, c'est-à-dire augmenter son acidité. Et là aussi, on mesure maintenant que cette acidité, elle pénètre jusqu'à 1600 mètres de profondeur. C'est-à-dire que cette acidification de l'eau de mer, alors pourquoi c'est un problème dans la mesure où l'eau de mer, je ne sais pas si vous avez des notions de chimie, mais son pH est il est un tout petit peu au-dessus de neutre, il est à 8 à peu près, sauf que l'acidification, elle a déjà augmenté de 30% au siècle dernier, et quand vous acidifiez, vous attaquez tout ce qui est calcaire. Je n'ai pas besoin de vous faire de cours de ménage, mais le vinaigre blanc, c'est ce qui sert à détartrer. Le vinaigre attaque le calcaire. L'acidification des eaux de surface de l'océan attaque les algues calcaires, les coquilles des petits escargots calcaires, attaque les coraux et attaque aussi les moules et les huîtres. Une huître, aujourd'hui, l'ostréiculteur vous dira qu'en Bretagne, il met 5 années au lieu de 4 années à la rendre à maturation et à être vendue. Donc ça, c'est la deuxième menace, l'acidification. C'est une menace paramount, on dit en anglais, parce que je n'ai pas le terme français. C'est le monde entier qui est menacé. C'est l'océan dans son intégralité. Ensuite, vous avez les pollutions, évidemment. Donc, on a parlé du gaz carbonique. On ajoute toutes les autres pollutions. Julien Weisbein a parlé, bien sûr, des plastiques, les métaux lourds, le pétrole, etc. Puis la surpêche. Et donc, vous avez là 5 menaces pour l'océan. C'est l'acidification, la désoxygénation, la surpêche, les pollutions et le réchauffement. Et donc, le gaz carbonique, c'est l'ennemi public numéro 1 de l'océan. Donc, on a 5 menaces majeures pour les océans, qui sont évidemment la plus grande surface de la Terre. Mais on en dépend. Notre nourriture. Ouais. C'est un constat qui vous effraie ? Totalement.
je vais faire ma blague préférée, mais si je dors, c'est parce que je lis des romans le soir. Parce que sinon, je vous assure que non, c'est vraiment... Et ce qui m'effraie le plus, c'est surtout de voir la réaction du monde face à ça. Donc on en a parlé, hein, mais les blocages, les grandes décisions, les accords de Paris, etc., je les ai applaudis comme tout le monde. Et puis après, la lenteur de la mise en œuvre, la résistance au changement, les arguments d'il y a 20 ans pour faire... je suis désolée, je n'étais pas en faveur de la 69. Donc pour faire une autoroute, c'est quelque chose qui devient... Il faut mûrement réfléchir avant de détruire biodiversité ou de mettre en place une voie de transport qui va encourager les émissions de gaz à effet de serre. Moi, l'atome de gaz carbonique, l'atome de gaz carbonique doit rester dans le sol. De carbone, pardon. Vous êtes une chercheuse engagée ? Je suis paniquée, oui. Ah ouais, alors du coup, je me bouge, évidemment. On peut parler de la formation, puisque donc le ministre, sous le gouvernement Borne, alors vous allez voir que depuis, il s'en est passé des choses, hein, quand même. Enfin, ici, vous êtes au courant. Sous le Quatre ministres. Hein, oui, c'est ça. Oui. Et alors, donc, justement, alors, à l'automne, début de l'automne de l'année dernière, on nous a sollicité, donc la ministre, Madame Retailleau, qui était la ministre de la Recherche, et le ministre de la Transformation de la fonction publique, Monsieur Guérini, se sont mis d'accord pour mettre en place une formation à destination obligatoire et à destination de tous les cadres et puis de tous les fonctionnaires. Tous les cadres d'abord de la fonction publique, ça c'est la première mission, c'était la mission de cette année. Très calme politiquement pour mettre en place quelque chose comme ça, je vous dis pas. Et ça a été, on avait les 15 000 cadres supérieurs de la fonction publique d'État à former dans les régions, et évidemment à Paris, sur les enjeux de la transition écologique. Donc climat et la ville en surchauffe, climat et la ruralité, climat, biodiversité et ressources. On a les 3 thèmes à traiter. Donc c'est une action qui est menée face au constat d'un manque de formation ou d'information. Ah oui, comment sont perçues les informations que vous partagez, la connaissance ? En fait, déjà, il faut réaliser ça, c'est que la formation... Prenez pas mal, hein, le directeur de Sciences Po, mais la formation de nos décideurs et des gens qu'on retrouve, les hauts fonctionnaires, c'est très souvent des gens qui ont suivi soit un cursus de droit sciences politiques, soit des maths, puisqu'ils sont passés par Polytechnique, ils ont fait l'ENA, et zoup, ils sont dans les ministères. Un truc qu'ils ont oublié dans la vie, ça s'appelle le SVT. Et c'est bien embêtant parce que là, on parle de vie, on parle de ressources, on parle de photosynthèse, mais vous riez, mais moi j'enseigne en Master 2 à Météo France, et parmi mes étudiants, il y en a qui passent le concours de la météo, donc ils font de la mécanique des fluides, de la physique et des maths. Et quand je leur demande comment pousse l'arbre dans le jardin à côté, il y a un blanc. C'est-à-dire que la photosynthèse, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît. Et c'est quand même la base de notre vie à nous. Voilà. Donc il y a un besoin de formation. Voilà. On va dire qu'il y a un besoin de formation du cadre. Énorme. Comment sont perçues justement ces formations à la transition écologique ? Au début, ils disent on n'a pas le temps. Et puis après, ils sont contents. Non, mais c'est vrai. Alors, il y a 3 étapes. Hein. La première, c'est une sensibilisation avec des fresques. Alors ça, c'est pas nous qui le faisons. Puis après, il y a 3 fois 2 heures de rencontres avec des chercheurs. Et ici, enfin, on essaye partout en France, mais enfin, ici, on s'y attache beaucoup en Occitanie, à avoir systématiquement quelqu'un qui parle de sciences non humaines et quelqu'un qui parle de sciences humaines. Donc, typiquement, on se met à 2 avec une collègue de l'université, de cette université, ou de l'université des sciences humaines du Mirail, et on rencontre sous forme de 3 fois 2 heures obligatoires. Le ministre Guérini a renvoyé au préfet de région le fait qu'on ne pouvait pas faire tout en 2 heures en visio, qu'il fallait s'asseoir à la classe et puis nous rencontrer. Voilà. Et ensuite, il y a une visite de terrain et ensuite une mise en action. Donc c'est 28 heures, donc c'est très sérieux comme formation.
Malheureusement, ça a été très chaotique, mais on y arrive quand même. Ça a été chaotique à cause Mais est-ce que des vous sentez qu'il y aura un effet quasi immédiat sur la réflexion avant décision? Est-ce que ça... On a mis en place une thèse qui va mesurer ça. Mais oui. Et puis on a des réactions très très différentes. Mais moi, je vais vous citer le préfet de l'Hérault qui est venu me voir après parce que j'avais fait ma petite blague sur les romans en disant que c'était comme ça que je dormais. Il me dit mais moi, il y a longtemps que je dors plus, Mme Jandel. J'ai la montée du niveau de la mer sur mes plages, j'ai les villes en surchauffe, j'ai les sécheresses, j'ai les crues cévenoles et j'ai les incendies. Donc tout ce dont vous avez parlé, eh ben, moi ça me tombe dessus et quand je vais à Paris en parler, préfet quand même, on ne m'entend pas. Voilà. Donc il y a un besoin et il y a un autre besoin puisqu'on a parlé des magistrats et on a parlé des juges. Alors c'est compliqué, vous savez, la formation parce que la justice est indépendante. Donc les magistrats, on ne peut pas leur imposer comme aux autres, comme au personnel des finances, par exemple. Vous allez aller vous asseoir dans une classe, rencontrer des chercheurs qui vont vous parler de leurs histoires flippantes. Là. Et du coup, on n'arrive pas à toucher les juges. Et je reviens à ma question que je voulais poser à mes collègues. Ils sont amenés de plus en plus à juger des gamins qui ont, par désobéissance civile, décroché le portrait du président de la République dans une mairie. Et c'est des jugements très très variables selon la perception que le juge a de l'état de nécessité. État de nécessité, j'ai creusé un peu la question, qui n'est pas très bien défini dans le droit aujourd'hui. Et c'est l'argument des gens de dire il y a un grand danger, mais le danger, l'immédiateté, le caractère immédiat du danger n'est pas forcément ressenti par les juges selon leur perception. Et du coup, les jugements peuvent aller ils sont considérés comme des terroristes. Hein, vous me confirmerez. Et du coup, ou alors il y a eu quelques où ils ont été relaxés, mais très peu. En fait, pour l'instant, c'est très compliqué. Donc et si on arrive à former les juges... Uniformisation du socle de base de la connaissance. Oui, c'est ça, mais nous, on ne peut pas parce qu'ils ne veulent pas. Et ils disent que non, c'est pas pour eux. Donc, c'est compliqué et ils ont le droit. Boris a un mot à nous dire. Oui, le mot, c'est qu'on va passer aux questions-réponses avec le public, si vous voulez bien. On peut applaudir Catherine Jandel. Merci beaucoup. Si vous voulez réagir, messieurs, puisque je crois que Catherine Jandel vous a posé une question. Allez, voilà. À vous. Allez, qui veut se lancer? On va prendre la première question. N'hésitez pas à profiter de la présence. Oui, monsieur, on vous amène un micro. Bonsoir. Merci encore, c'était passionnant et les images que vous avez montrées étaient aussi passionnantes. Je voulais savoir, les recherches que vous menez, sont-elles financées au niveau français, européen, ou est-ce qu'il y a une dimension internationale dans ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une coordination internationale qui permet d'aller plus loin et de faire des recherches avec plus de moyens, avec des pays notamment, des pays qu'on sait compliqués peut-être demain comme les États-Unis? Et comment est-ce que, c'est une deuxième question dans la question, comment les États-Unis demain peuvent continuer à financer ce type de recherche? C'est une super question. En fait, en termes d'océanographie, parce qu'il y a des disciplines comme l'astronomie qui arrivent à être encore plus internationales que nous. On collabore internationalement, ça c'est sûr, parce qu'on ne peut pas régler les questions scientifiques qu'on se pose en allant chacun dans son coin, en se coordonnant pas avec les autres, mesurer son petit bout d'océan et pas partager. On est non seulement obligé de partager nos stratégies de campagne, mais même nos méthodes de mesure. Il faut que les mesures que je fais moi soient cohérentes avec celles du collègue qui va faire la même chose, mais au bout du Pacifique, par exemple. Donc on travaille énormément ensemble. Par contre, les bateaux, il ne vous a pas échappé qu'il y a un drapeau à l'arrière du bateau. Donc nous, tous les bateaux sont nationaux. Ils ont tous un drapeau. D'ailleurs, ça pose énormément de problèmes pour passer à l'échelle européenne et avoir des navires européens. On n'en a pas. Parce que chacun a
souveraineté avec son bateau, son drapeau, etc. Et donc, nous, on a une très très belle flotte océanographique. On est quand même le 2e pays en termes de surface maritime au monde. Et donc, on a une belle flotte qu'on réfléchit à décarboner au passage. Je travaille dans un groupe qui fait ça parce qu'on veut montrer l'exemple et puis on n'a pas le choix. Et ensuite, on se coordonne au niveau mondial pour au moins partager nos résultats et partager nos stratégies d'exploration. Mais ce n'est pas ça qui nous permet de lever plus d'argent. Par contre, on peut décrocher des projets européens et avoir un navire français, mais dans ce cas-là, l'approche du navire, c'est encore un peu différent. Voilà. Non, lever des fonds au niveau mondial, c'est très très peu, ça nous suffit à coordonner. En fait, le bureau de coordination du programme mondial dont je vous parle, il est à Toulouse sous ma responsabilité. Et le budget, c'est 70 000 € par an pour payer la personne qui travaille avec moi, en fait, parce qu'elle est en contrat. Vous avez d'autres questions ? Ou sur l'aspect des États-Unis, peut-être aussi. C'est vrai que mes collègues américains sont très, très, très inquiets. Il y a une conférence de l'ONU sur l'océan à Nice l'année prochaine. Vous en attendez quelque chose ? On va passer aux questions. Qui a dit l'affaire du siècle, c'était un grand raout. Ça risque d'être un peu comme ça. En fait, si vous regardez le thème de la conférence, il est très, très porté sur les solutions. Alors, j'ai un petit inventaire des solutions sur lesquelles on pense actuellement. Ce qu'oublient les humains, c'est que c'est 70% de la surface de la planète, 4 km de profondeur, 140 fois la somme de toutes les rivières du monde. C'est-à-dire qu'il s'attaque quand même. Il faut arrêter de le détruire parce qu'on aura énormément de mal à le réparer. Voilà. Une autre question ? Oui, monsieur. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais savoir si vous étiez exposé au déni, justement déni changement climatique, mais déni aussi des problèmes environnementaux, les différentes frontières planétaires qui sont dépassées. Et quelle est votre perception de l'évolution de ce déni ? Elle est à géométrie variable et elle est inquiétante. Aujourd'hui, 2 des 5 meilleures ventes d'Amazon sont climato-sceptiques. Alors, ce n'est pas vendu ici, mais 30% des Français sont encore convaincus que oui, il y a du changement climatique, mais que l'humain n'en est pas responsable. Vous avez parlé de le livre ? La médiation. La médiation que je fais, et j'ai fait le tour de France à bord d'un train qu'on a construit avec mon collègue Christophe Cassou. Enfin, c'est pas le train qu'on a construit, c'est l'exposition qui était dedans, pour être plus précise. Et d'ailleurs, depuis, on est en partenariat avec la SNCF pour continuer à faire des tours de France pour faire de la médiation. Et j'ai rencontré des climato-sceptiques, bien sûr, qui sont montés à bord du train pour nous expliquer que vraiment, on n'avait rien compris. Alors, en fait, ce sont des personnes avec lesquelles le dialogue est quasi impossible parce qu'ils ont des certitudes et ils sont ancrés sur leurs certitudes. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est ce dont parlaient mes collègues, c'est cette part de la population que je rencontre. Alors, avec le train, on l'a rencontré, qui est très très vulnérable, en fait, les personnes les plus pauvres sont les plus vulnérables, et qui n'entend pas l'importance que ça peut avoir de changer de mode de société pour essayer de gagner contre le réchauffement climatique, parce qu'elles ont des préoccupations qui ne sont pas du tout celles des gens des centres-villes. Et là, c'est pas du déni, c'est une sorte de sidération et d'impossibilité. Alors du coup, on se dit que non, il faut qu'on continue à faire pareil, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est acculé. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sociologique qui m'intéresse énormément, mais pour lequel on a très peu de prise. Nous, c'est avec nos petits bras. Et pourtant, très souvent, quand j'interviens et que les gens me disent « moi, je me sacrifie, mon voisin ne se sacrifie pas », je dis « mais si vous prenez un vélo au lieu que la voiture, ça vous coûte moins cher. Si vous partagez votre voiture à 3, ça vous coûte moins cher. Donc à la fin, vous avez un petit peu plus d'argent à la fin du mois. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous passer de votre camionnette, monsieur, mais peut-être que vous pouvez... On peut discuter de la quantité de viande. Ah, mais il y a longtemps que j'en mange plus parce que j'ai pas de sous. Ah, merde. Bon, hein, c'est compliqué. Non, mais c'est extrêmement compliqué. Vous savez, quand on était à Dunkerque, où les gens nous disent « oh, ma maison, mais je peux pas la vendre, je peux pas l'assurer, je peux rien faire, elle est interdite. » Maintenant, elle est sur un polder menacée de la montée du niveau de la mer. C'est fini.
Qu'est-ce que vous faites en face de ça? Voilà, c'est compliqué. C'est une question extrêmement compliquée, le déni, parce que ça repose aussi sur ça, sur cet écart sociologique entre les centres-villes et... Ça serait intéressant d'avoir votre réponse en miroir. On va vous donner le micro parce que comme on stream, on va vous donner un micro. Non, mais il y en a un là. Oui, c'est effectivement quelque chose qui ressort de beaucoup d'enquêtes, parce que maintenant on commence à étudier sociologiquement les représentations par rapport à l'environnement, mais surtout les comportements. Jusqu'à présent, on avait cette idée que 80% des Français sont en faveur des mesures environnementales. Maintenant, on commence à mieux connaître vraiment leur comportement d'achat, de consommation. Et il ressort effectivement ce clivage très fort entre une écologie très distinctive où on trie ses déchets, on prend le vélo, et puis une sobriété contrainte où on ne mange plus de viande parce qu'on ne peut pas se la payer, où on dépend totalement de la voiture. Enfin, il y a vraiment un vrai clivage. Là, on parle en termes de clivage. Donc, voilà. Et je vous invite à lire Jean-Baptiste Comby, son dernier ouvrage. Voilà. Écolo, mais pas trop. Et ceci dit, il faudra bien qu'on y arrive. Mais typiquement, moi, j'évolue beaucoup entre la Bretagne et ici. En Bretagne, c'est un petit village. Et si j'ai pas la voiture, je peux rien faire. Et pourtant, j'aime beaucoup, beaucoup le vélo, même si aujourd'hui, ça m'a causé pas mal de soucis. On ne peut pas tout. Il faut réinventer faut réinventer beaucoup de choses beaucoup d'infrastructures, et pas forcément les infrastructures qui ont fait débat récemment ici et qui seront jugées lundi. En Bretagne, c'est la voiture et le siré-cotène. C'est ça. Allez, on va prendre une dernière question. Un courageux, une courageuse. Oh, il y en a. Allez, alors deux. Alors, on vous passe le micro. Moi, je voudrais quand même que vous disiez, parce que je sais que vous avez parlé très, très, très rapidement tout à l'heure des solutions. C'est vrai vous avez dit à un moment, c'est vrai que quand même, on a des solutions. Dites-les nous, s'il vous plaît. On n'en a pas, on les étudie. Il n'y en a aucune qui marche pour l'instant. Ça, c'est les réponses des scientifiques. Il ne faut jamais poser ces questions-là aux scientifiques. Mais néanmoins. En fait, ce que vous voulez dire, c'est rassurez-nous. Mais ce n'est pas possible. Alors, je me suis fait une petite liste là, sur ce qu'on appelle la géo-ingénierie pour ne pas en oublier, mais en fait, typiquement, donc on va en dire, il y a des, comme sur Terre, on va mettre ce qu'on appelle les BECS, c'est-à-dire fabriquer avec les arbres du carbone solide. Les arbres font le boulot tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous. Les algues, c'est pareil. Donc, en particulier, on pense toujours aux spirulines et tout, mais ça, c'est un truc de bobo. Mais si vous prenez le varech, c'est vraiment les algues qui sont un petit peu enracinées sur les cailloux. Elles n'ont pas de racines. Donc, biologiquement, ça ne tient pas à ce que je dis, mais elles sont accrochées aux cailloux. Et elle pousse, et en poussant, elle séquestre du gaz carbonique. Et là, pour le coup, elle le garde pour un moment, puis après, vous arrachez le varech, vous le faites brûler, vous récupérez cette énergie qu'elles ont stockée, et elles ont fait puits de carbone. C'est le même principe que sur Terre. En fait, pour l'instant, c'est absolument pas efficace parce qu'il en faudrait en faire des hectares, et on n'a pas la capacité de le faire. Et la deuxième chose, ça serait lutter contre l'acidification. Alors ça, c'est déjà en action. On peut déverser de la chaux ou des poudres de cailloux qui ont comme propriété, une fois arrivés dans l'eau de mer, de réagir contre cette acidification. Les ostréiculteurs de la côte des États-Unis, Oregon, Washington, donc nord-ouest des États-Unis, font ça. Parce que de toute façon, les eaux sont beaucoup plus vieilles chez eux que chez nous, plus acides. Ça, c'est océanographe, je ne vous fais pas le cours. Mais du coup, ils sont depuis longtemps victimes de cette acidification et ils ont trouvé ça comme solution. Mais c'est très local. Vous n'allez pas régler le problème de toute la surface de l'océan en mettant des poudres dedans. Donc il y en a comme ça, piéger du gaz carbonique que vous avez chopé sur Terre pour l'envoyer au fond des mers. Je vous rappelle que ça acidifie la mer de mettre du gaz carbonique. Donc, et tout ça en plus, c'est des dispositifs monstrueux qui sont très très chers. Et donc à chaque fois, il faut calculer le prix du dispositif par rapport à l'avantage que l'on va en tirer. Je vois Christian Gaulier qui est au pin du chef. Vous voulez poser une question ou réagir? Vous voulez le micro? Monsieur. Oui, bonjour. En fait, je voudrais vous poser une question parce que là, vous avez parlé du fait qu'il n'y avait pas assez de financement dans la recherche et tout ça.
Et donc c'est vrai que j'ai l'impression l'augmentation de la population, elle se fait plutôt dans les pays, on va dire en Asie, tout ça, et pas trop en Europe. Donc, et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de cet enjeu justement de plus investir dans la technologie, ou est-ce que, parce que là vous aviez parlé de vélo tout à l'heure, donc est-ce que le fait de... il faut concentrer ses efforts plutôt dans le fait d'élaborer de nouvelles technologies, ou plutôt dans le fait d'être plus sobre et énergétiquement, de prendre son vélo, je ne sais pas, pour aller en Bretagne plutôt que, plutôt que de prendre la voiture, je sais pas. Non, je blague. Je ne fais pas à Toulouse, la Bretagne Nord en vélo, mais arriver là-bas, j'ai mon vélo quand même. Non, alors il faut les deux. Il faut les deux pour une raison simple, c'est que si on veut vraiment respecter les accords de Paris, il faut faire ce qu'on appelle des émissions négatives de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut en soustraire. Donc planter des arbres, toutes les solutions qui pour l'instant ne fonctionnent pas. Sur Terre non plus, ça ne marche pas les fonctions. Mais il faut y travailler vraiment à tout ce qui peut nous aider sans détruire plus que ça et sans que ça coûte trop cher, etc., qui a un bon rendement, et donc pour l'instant on n'y est pas, mais à piéger du gaz carbonique. Là, il faut faire ça. Par contre, la chose contre laquelle je m'élève, et je ne suis pas la seule, c'est quand on regarde les ressources de la planète, et en particulier les ressources en métaux. Les high-tech aujourd'hui utilisent énormément de métaux précieux qui ont mis des milliards d'années à se mettre en place dans des mines, etc. Et donc, ça n'est pas vraiment durable. Et donc, la high-tech aura une limite. Et donc, il ne faut pas qu'on rêve qu'on va avoir les super technologies de demain qui vont nous régler le problème. Ça, le techno-optimisme, je ne peux pas y adhérer aujourd'hui. Je pense qu'il faut infiniment plus pousser sur la sobriété, sauf que pour être sobre, il faut mettre en place des infrastructures qui permettent aux gens de se déplacer. On a parlé du problème de la mobilité, de se déplacer, de se nourrir, de se loger et de revenir à des fondamentaux qui n'est pas de revenir à la bougie, mais des fondamentaux de société qui n'est pas je prends un avion avec ma famille pour une semaine pour aller à New York, passer les vacances de Toussaint, parce qu'il faut absolument que les enfants de 8 ans aient vu New York, je l'ai entendu. Ben non, je suis désolée. Merci beaucoup, Catherine Jandel. Merci Catherine, on vous applaudit à nouveau. Merci beaucoup.